du premier cycle, c'est-à-dire lors de l'ensemencement, ou est-ce qu'il provient de la reproduction successive qui ont pu avoir dans le bassin? Parce que c'est non contrôlé. Alors, l'origine de ce type d'alevin est difficile à retracer dans la mesure où il n'y a pas un vrai suivi qui est fait derrière. Maintenant, s'il lui provient de multiples reproductions, s'il provient du croisement entre ses descendants et ses parents, s'il provient des multiples reproductions entre les parents, les grands-parents, donc tout ce mélange-là, il est fort possible qu'il soit un alevin qui aura un problème terrible, notamment un retard de croissance, parce qu'il y a déjà une grosse dilution dans la transmission des caractères héréditaires. Parce que quand vous avez par exemple vos porcs, dans l'élevage des porcs à la maison, vous voulez croiser vos truies, vous cherchez un bon mâle. Vous allez peut-être chez un voisin, vous demandez est-ce que tu peux me donner ton mâle? Ton verra là, il est assez performant, il me semble être résistant, il a des caractères que je recherche. J'aimerais l'utiliser pour croiser ma truie à la maison pour avoir des porcelets qui auront des caractéristiques qui correspondent aux parents. C'est ça, non? Parce que ce verra va transmettre ces caractères qu'il possède, son hérédité, son bagage héréditaire. Il va transmettre ça aux descendants. C'est de la même façon que les poissons aussi se comportent. Alors, au fur et à mesure que vous croisez des individus d'une même famille, il n'y a pas amélioration, il y a plutôt dilution. Et après, vous vous retrouvez avec une espèce qui n'a plus la possibilité de dépasser la taille de 20 grammes. Imaginez-vous un seul instant que vous avez un poisson tilapia de 10 grammes qui pond des œufs et qui donne déjà des alevins. Il va produire quel type d'alevin selon vous? Si lui-même déjà sa taille, est déjà bloqué à 20 grammes, pensez-vous qu'il va vous donner des alevins qui auront quel poids? Même dans le cas de la reproduction, il y a un poids minimal que le géniteur doit avoir pour être considéré comme mature. Donc, ceci a déjà été longuement développé dans les précédents jours. Les jours passés, autant pour moi. On doit avancer. Donc, on a retenu qu'on a un vrai problème génétique dans nos exploitations ici à Béniville. Je précise parce que je n'ai pas visité d'autres coins. Mais Béniville, j'ai visité hier 3 exploitations en étang, je dirais 4 en étang. Et les résultats sont alarmants. L'âge aussi influence sur la croissance. Voyez-vous, quand vous allez dans le milieu naturel, vous pêchez des poissons pour aller mettre dans vos étangs. Vous n'êtes pas en mesure d'évaluer l'âge exact que ces poissons ont. Alors, si vous ne connaissez pas l'âge d'un poisson, comment vous serez en mesure de déterminer son besoin nutritionnel? Parce que si vous ne connaissez pas l'âge ni le stade de vie auquel il se trouve, comment vous serez en mesure de formuler un aliment qui va correspondre à ce qu'il doit manger? Vous allez lui donner un aliment parce qu'il faut qu'il mange, mais si cet aliment ne correspond pas à son âge, il n'y aura pas croissance. Donc l'âge et la génétique influencent sur la croissance des poissons. Nous progressons. La santé des poissons influence la croissance. Un poisson en mauvaise santé ne peut pas grandir. Ce qui est d'ailleurs normal. Si un animal est malade, vous ne pouvez pas attendre de lui des résultats zootechniques considérables. Le gain de poids. Nous-mêmes, quand nous sommes malades, il y a d'aucuns qui, pendant la maladie, perdent du poids. Donc, si vous voulez élever des poissons qui sont malades, vous n'aurez pas de production. Et on a dit que la maladie peut provenir
de notre propre protocole de production, dans la mesure où on ne respecte pas un certain nombre d'éléments. Donc un poisson qui est perturbé ne pourra pas grandir. La densité de mise en charge influence sur la croissance. Ceci aussi a été développé hier, où on vous a dit que si vous avez un volume d'eau ou un plan d'eau précis dans lequel il y a des poissons, et que ce volume est insuffisant pour la population, vous aurez du mal à faire grandir vos poissons parce qu'il y aura compétition pour la consommation de l'oxygène, il y aura compétition pour l'alimentation. Et s'il y a compétition déjà entre les individus que vous voulez faire grandir, il y aura aussi un impact négatif sur la croissance. Donc, il faut mettre la quantité proportionnelle à l'espace que vous avez pour éviter d'avoir une compétition. C'est ça la densité. Nombre de poissons à mettre dans le plan d'eau par unité de surface. Si votre espace vous permet de mettre 5 poissons par mètre carré et que vous apportez 15 poissons ou 20, vous aurez des problèmes de croissance. Parce que la nourriture disponible sera insuffisante pour la quantité de population. Là, vous avez deux courbes qui essaient un peu de vous montrer l'influence que la densité a sur la croissance. Vous verrez que c'est suffisamment visible que lorsque la densité est beaucoup trop élevée, le poids des poissons diminue. Lorsque la densité est acceptable, les poissons ont tendance à avancer de façon homogène. Par conséquent, la densité de mise en charge doit être contrôlée. Parce que si vous mettez aussi beaucoup de poissons, bien sûr, ça va aussi apporter beaucoup trop de matière organique, notamment beaucoup de déjections à gérer pour un petit espace. La prochaine slide est technique pour contrôler la densité de mise en charge. Ce qui est d'ailleurs classique. Parce que quand c'est le cas du tilapia qui se reproduit beaucoup trop, et quand ce n'est pas un tilapia monosexe, vous voyez, les gens qui ont parfois des étangs, ils veulent du poisson, ils mettent aujourd'hui des alevins. Après 6 mois d'élevage, ils font une première récolte et ils laissent les petits poissons dans le même bassin. Et ils continuent toujours de les engraisser pour attendre que ça grandisse. Et quand il y a les gros poissons, ils viennent récolter et ils laissent encore les petits. Et ainsi de suite. Alors, d'où viennent ces petits selon vous? Pensez-vous que ces petits-là, c'est toujours les premiers alevins? Ils sont issus des reproductions anarchiques non contrôlées dans le bassin. Alors, en principe, lorsque vous finissez un cycle qui a été bien fait, vous devez vider totalement le bassin. À la fin d'un cycle, quand le cycle est terminé, vous videz totalement le bassin. Vous vous rassurez que tous les poissons ont été éliminés. Les petits poissons peuvent être utilisés comme farine de poisson. Vous pouvez sécher si vous voulez. Vous séchez, vous écrasez comme farine de poisson, que vous allez utiliser pour le prochain cycle. Bon, on peut aussi contrôler la densité avec un poisson carnivore. Vous voyez, par ça, le tilapia, vous pouvez faire la polyculture, c'est-à-dire associer tilapia avec le clarias. Comme le clarias, lui, c'est un carnivore, omnivore aussi, un omnivore à prédominance carnivore. Le tilapia se reproduit vite, beaucoup. Le clarias va réguler la prolifération. Il va manger le tilapia, le surplus de tilapia dans le bassin. Donc vous aurez des gros clarias et les tilapias qui vont parvenir à survivre à l'attaque du prédateur auront un bon poids. C'est aussi ça la stratégie qui est encouragée. Vous pouvez faire la polyculture. Donc vous utilisez vos tilapias qu'on n'arrive pas à contrôler pour nourrir les clarias. Dans ce type de production, généralement, vous avez l'espèce principale, c'est le clarias en fait.
Et le tilapia, est là juste pour alimenter le bassin en nourriture et vous donner un poids moyen. Ou à défaut, si vous voulez contrôler la densité, vous pouvez pratiquer une monoculture avec des monosexes. Des poissons qui ne vont pas augmenter la densité. Parce que si au départ de votre projet, vous dites j'ai 5 alevins par mètre carré, et à la fin, vous vous retrouvez avec 25 alevins par mètre carré parce qu'il y a eu beaucoup de reproduction, ça va influencer sur la densité des mises en charge. C'est pourquoi vous pouvez aussi ensemencer avec des monosexes, des vrais monosexes, pour revenir sur l'inquiétude de Diaz selon laquelle vous recevez des alevins, on vous dit c'est monosexe, mais après quelques temps, vous voyez déjà les larves qui apparaissent dans le bassin. Alors, nous avons terminé avec le premier module qui s'articulait autour de 3 éléments. La terminologie des mots-clés en aquaculture, premièrement. En second plan, nous avons développé les facteurs qui influencent sur la qualité de l'eau en pisciculture. Et en troisième plan, nous avons développé sur les facteurs qui influencent la croissance des poissons. Maintenant, nous attaquons le deuxième module qui sera développé autour de l'alimentation et la nutrition des poissons d'eau douce. Le sous-premier module, c'est l'alimentation des poissons d'eau douce. Alors, le premier élément que nous allons tout de suite commencer par expliquer sera l'indice de conversion alimentaire, que nous appelons couramment l'IC. En anglais, nous disons FCR, Feed Conversion Ratio. C'est quoi l'indice de conversion alimentaire? De façon simplifiée, vous avez sur le marché plusieurs types d'aliments disponibles, tant dans les provenderies, dans des boutiques que près des revendeurs. Chaque aliment, à son niveau, est utilisé par un pisciculteur quelconque, en fonction de son budget. Vous pouvez trouver tous les prix sur le marché. D'aucuns prennent l'aliment parce qu'ils se disent, en fait, le plus important, c'est que le poisson ait de quoi manger, et non le paramètre qualité. Ils regardent la quantité. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas tout ce qu'on mange qu'on digère. Il y a beaucoup de choses qu'on mange et que l'organisme ne digère pas. C'est pareil avec le poisson. Alors, ce paramètre d'indice de conversion nous permet d'avoir une idée sur la qualité de l'aliment que vous donnez à votre animal. Si vous donnez par exemple 5 kg d'aliments à un poisson et vous obtenez, comme c'est le cas dans les exploitations ici, 0,025 grammes. Alors je pense qu'il y a un problème d'indice de conversion. Si l'aliment n'a pas été gaspillé, bien sûr. Parce que si le poisson est supposé avoir consommé 5 kilos totalement, et qu'à la fin, il vous donne un gain de chair de 0,05, alors là, il a mangé 5 kilos pour vous donner 0,05 kg de chair. Vous voyez la quantité qui a été consommée, mais perdue. Ça veut dire que l'indice de conversion n'est pas intéressante. Ce n'est pas un bon aliment. L'exemple qui a été pris là-bas, où on vous dit, si un FCR ou un IC, si un vendeur d'aliments vous dit mon indice de conversion c'est 1,2, cela veut dire que si vous donnez 1,2 kg d'aliments au poisson, il va vous produire 1 kg de chair. De façon plus simplifiée, vous voyez, vous avez un projet de grossissement de poisson. Vous dépensez pendant le projet 500 kg d'aliments. Et à la fin, sur 500 kg d'aliments, vous obtenez 25 kg de poisson. Maintenant, quand les 500 kg d'aliments ont été consommés, si ça a été consommé totalement, bien sûr, parce qu'il faut tenir compte du paramètre gaspillage aussi. C'est pourquoi si vous contrôlez parfaitement la chaîne d'alimentation,
notamment la quantité qui va dans les temps. Est-ce que c'est la quantité que le poisson doit manger? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est petit? Si vous parvenez à répondre déjà à cette question, vous aurez une idée exacte de la quantité de poissons dans le bassin, la quantité d'aliments dans le bassin, la quantité d'aliments apportés dans le bassin, sans gaspillage. Et après, vous aurez une idée précise de votre indice de conversion. Parce que le vendeur d'aliments aussi, parfois, pour faire du marketing derrière, il vous dira non, pour 1 kilo, bon, vous pouvez avoir 1,5 ou 2 kilos de chair. Mais généralement, c'est jugé au résultat. Tous les aliments sur le marché ont un indice de conversion alimentaire. Et hier, j'ai essayé d'expliquer un peu le protocole de production des aliments. Je pense que c'était hier ou avant-hier. Vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour fixer un indice de conversion, FCR. Ça ne se fixe pas au hasard. C'est à partir des résultats obtenus. Et lorsqu'on veut évaluer un IC, généralement, ça ne se fait pas dans un étang, parce que dans un étang, il y a beaucoup de pertes. On évalue un indice de conversion après production de l'aliment dans un bassin au sol ou dans un tank ou dans un aquarium d'expérimentation. On est à mesure d'évaluer la quantité d'aliments non ingérés qui constituent les boues ou dépôts sédimentaires présents dans l'aquarium qui seront bien sûr soustraits de la quantité apportée. Donc, après l'indice de conversion que nous devons regarder, vous devez savoir qu'en aquaculture, nous avons 3 types d'aliments. Nous avons les aliments naturels, les aliments complémentaires et les aliments complets. Il y a des projets où les 3 types d'aliments sont utilisés et il y a des projets où 2 types sont utilisés. Il y a des projets où un seul type est utilisé. Et comme c'est précisé dans le tout premier paragraphe, il n'existait aucun être vivant aquatique capable de vivre sans s'alimenter. Il est sans doute impossible de vivre sainement en consommant des denrées non adaptées aux besoins nutritionnels. Vous prenez des peaux d'avocat, vous prenez des restes de manioc et tout ce qui tourne autour de la cuisine, vous donnez au poisson, tout simplement parce que vous vous dites qu'il faut qu'il mange. Sans vous poser la question de savoir, mon poisson est dans quelle catégorie. Les aliments naturels en aquaculture. Les aliments naturels sont créés par des processus dans le plan d'eau, dont le processus le plus précis s'appelle la photosynthèse, qui a été développé d'ailleurs longuement dans la gestion de l'eau. Et dans la photosynthèse, pendant ce processus, nous avons le phytoplancton et le zooplancton, qui sont des produits principaux obtenus au cours de cette réaction. Et vous devez savoir, cette précision, je ne l'ai pas apportée, parce que nous n'étions pas dans le cadre de l'alimentation. Le zooplancton se nourrit aussi du phytoplancton. Vous devez savoir ça. Donc, lorsque vous produisez le plancton dans le bassin et que vous développez du phyto et du zooplancton, le zooplancton aussi, comme le poisson, consomme le phytoplancton et lui aussi se fait manger par le poisson. C'est une chaîne trophique. Le dernier paragraphe précise, l'abondance de l'aliment naturel dépend de la concentration de divers niveaux de qualité de l'eau et peut être améliorée par soit la fertilisation minérale, soit la fertilisation organique. Ceci dit en français facile, pour avoir suffisamment d'aliments naturels dans un étang, vous pouvez soit apporter de la fertilisation minérale, soit la fertilisation organique, ou les deux au même moment. Tout dépend de la disponibilité en input ou en intrant. La fertilisation organique. Dans la fertilisation organique, nous faisons recours le plus souvent au fumier ou à ce que nous appelons déjection d'animaux terrestres.
Ces déjections parfois sont utilisées soit sous la forme solide, tantôt sous la forme semi-solide. Et ces déjections peuvent être de plusieurs types. Ça provient des animaux terrestres que, bien sûr, il faut vérifier avec beaucoup d'attention si ces animaux ne sont pas vecteurs de maladies. Parce que si ces animaux terrestres sont vecteurs de maladies, vous aurez une répercussion directe sur la qualité de l'eau que vous êtes en train d'enrichir. Alors, dans la fertilisation organique, nous avons plusieurs types d'animaux que nous pouvons utiliser. Ici, nous allons développer quelques types d'animaux terrestres et nous allons donner quelques informations précises que nous devons retenir sur la façon de les utiliser en pisciculture. Ici, par exemple, c'est pour ceux qui font l'élevage intégré des poissons et des canards. Si vous voulez intégrer les canards à votre étang, vous devez savoir que pour un étang de millimètres carrés, vous devez rester autour d'une trentaine, maximum 35 canards pour millimètre carré. Si vous dépassez cette quantité, vous risquerez de développer beaucoup trop de matière organique dans ce bassin. Et vous risquerez, parce que vous savez, lorsque les canards sont dans le bassin à la surface, ils ont aussi tendance à manger le poisson. Donc, il faut limiter maximum 35 pour millimètre carré d'étang. On dit que l'élevage de canards sur des étangs s'accorde très bien avec le système de polyculture. Le canard étant hautement compatible avec le poisson d'élevage. Les fientes de canard fertilisent l'étang. S'ils sont laissés en liberté. Vous voyez, vous avez un étang, un grand étang. Au-dessus, il y a des canards qui nagent, qui défèquent dans le plan d'eau directement et qui peuvent même parfois, à la limite, pondre des œufs dans l'étang. Ça arrive aussi. Vous voyez, hier, nous avons parlé du type d'aérateur qu'on utilise pour les grands étangs. Les canards aussi, c'est un bon moyen parce que, vous voyez, ils oxygènent l'eau quand ils sont en train de nager. C'est pourquoi on les appelle aérateurs biologiques. Ce sont des aérateurs biologiques. Donc, en plus d'apporter la matière organique, ils apportent aussi de l'oxygène. Donc, on retient que, et si vous voulez faire l'intégration sur pilotis, c'est-à-dire mettre les canards au-dessus, vous voyez, pour une trentaine de canards, il faut ne pas dépasser 14 mètres carrés d'infrastructure. Vous devez utiliser 14 mètres carrés, soit au-dessus de votre étang, à l'intérieur, ou au niveau de la digue, construit pour 35 canards, un petit bâtiment de 14 mètres carrés, soit ou 13 mètres carrés. Donc si vous mettez 40 canards, vous avez légèrement dépassé la quantité. C'est tolérable, mais ce n'est pas encouragé. Deuxième animal terrestre, les poules. Les poules peuvent être élevées aussi au-dessus de l'étang ou à côté, comme ça a été précisé pour le canard. Mais il faut cependant préciser que il faut toujours se rassurer. Je dirais que les poules ne sont pas vecteurs de pathologie. C'est une condition à ne pas prendre à la légère. Il faut vous rassurer que les poules ont suivi convenablement leur vaccin, ne sont pas porteurs d'une quelconque pathologie. Et au-dessus, toujours pour millimètre carré, entre 30 et 50 poulets, que ce soit de chair ou pondeuse. C'est pareil. Bon, je déconseille parfois l'élevage des
poules pondeuses au-dessus des étangs parce que les fientes des poules pondeuses contiennent beaucoup trop d'urée. Donc cet apport dans le bassin, c'est vrai, ça aide beaucoup dans la fertilisation minérale, mais ça peut à la limite beaucoup trop produire du phytoplancton et être incontrôlable. Donc poulet de chair ou poulet de race locale, c'est encore mieux. Donc, vous pouvez prévoir maxi 50 et moins 30. Alors, ceci, c'est pour nos amis qui ont précisé hier, parce que, comme je mentionnais, c'était déjà prévu dans l'exposé, ceux qui insistaient sur le nombre de ce qu'il fallait apporter par étant. J'espère qu'ils sont en train de voir. Je pense que la compréhension est fluide, hein, parce qu'aujourd'hui, comme c'est moins lourd que la gestion de l'eau, les questions ne seront pas aussi importantes, j'espère. Les questions ne seront pas aussi importantes quand même parce que là, c'est compréhensible. On vous donne juste des quantités à exploiter. Et tout le monde connaît l'apport de la matière organique déjà dans la production du phytoplancton. Ça a été longuement expliqué les 2 derniers jours. Donc je ne reviens pas dessus pour le moment. Ici, je reste dans le cadre de la quantité de bêtes qui sont intégrées au plan d'eau. S'il y a des questions qui reviennent sur la photosynthèse, la décomposition de ces fientes, ça serait à répétition et ça va un peu freiner. On peut le faire après la séance. Donc on retient que entre 30 et 50 poulets pour 1000 mètres carrés. Les déjections qui vont apporter dans l'eau, tout le monde connaît déjà comment ça va se passer après, avec le soleil. Et ce qui va venir décomposer tout ça pour produire à manger. Ici, nous sommes dans l'alimentation naturelle. C'est ce qui se passe dans vos étangs quand vous apportez des déjections de poules. Intégration avec le porc. Bien sûr aussi, il y a une quantité de porc. Vous avez vu, ici c'est 3 porcs pour 1000 mètres carrés. 3 porcs adultes de 1000 mètres carrés, sur 1000 mètres carrés, pas plus. Donc, si vous faites des porcheries de 150 porcs adultes, je pense qu'on connaît tous où on va. Ici, vous pouvez construire les porcheries, soit sur les digues ou dans les temps. Maintenant, je tiens à apporter une précision sur l'intégration porc-poisson. Soyez vraiment attentifs, c'est très important. Je n'ai pas mentionné ça dans l'intégration canard, dans l'intégration poule. Mais porc, je précise. Vous voyez le paragraphe? Ce qui est marqué en rouge. Je l'ai fait précisément pour que vous voyez. Les couleurs, en fait, qui sont dans l'exposé, ce n'est pas pour orner, ce n'est pas un design. C'est pour attirer votre attention. Dans ces jeux de couleurs, chaque couleur a un message spécifique. Un canal de déviation des excréments est toujours nécessaire pour les cas où ceux-ci provoqueraient la prolifération d'algues ou toute autre anomalie. Vous voyez, quand vous faites ceux qui construisent les porcheries au-dessus des étangs, surtout pour les porcs, c'est-à-dire que le porc est directement en contact avec l'eau, notamment dans cette défécation, ça va directement dans l'eau. S'il arrive que, quand on vous dit 3 porcs pour 1000 mètres carrés, s'il arrive que vous constatez que le milieu devient beaucoup trop chargé, parce que le porc a tendance à beaucoup trop vite fertiliser. Vous voyez la différence avec la poule. Les excréments de la poule sont plus riches. Mais lorsque vous fertilisez avec les fientes de poule, ça peut prendre un peu plus de jours pour que la réaction soit visible. Vous voyez, vous fertilisez,
le soleil vient, vous attendez que la coloration vie au verdâtre pour apprécier la photosynthèse. Avec l'ampoule, ça peut prendre un peu plus de jours qu'avec les lisiers de porc. Le porc, par contre, lui, ça agit beaucoup plus rapidement en termes de changement, même si la richesse en nutriments ne sera pas aussi importante qu'avec les volaillers. Donc, vous devez prévoir pour limiter la casse. Si vous décidez de construire une porcherie à la surface, prévoyez un canal qui vous permette de récupérer à un moment donné les déjections. Vous n'êtes pas... On dit qu'avec le porc, ils sont au-dessus, c'est ouvert, ils peuvent déféquer dans le bassin. Mais sachez que vous devez avoir un système aussi qui vous permet de ne pas récupérer tout dans le bassin. Ils doivent déféquer, mais il faut prévoir à un moment donné, je peux aussi éviter que ça aille dans le bassin et je récupère pour envoyer ailleurs. Tout dépend de comment vous construisez vos porcheries. Parce que généralement, les porcheries qu'ils ont construites au-dessus des étangs, on les construit d'une autre façon. C'est pas le porc est au-dessus et il y a des trous où on sait que non, ça tombe seulement dans le bassin. Ce n'est pas comme ça. Vous devez construire quitte à ce que les fientes sont récupérées par vous-même. C'est vous qui venez récupérer les fientes et vous avez un espace aménagé où vous évacuez pour que ça tombe dans les temps. Vous pouvez décider de ne pas évacuer en fonction de la densité de la photosynthèse, en fonction de la densité des phytos, des zooplanctons. Cette densité s'évalue avec la transparence ou la turbidité. Le disque desséché. Pour évaluer la transparence avec la main. Tout le monde sait le faire, n'est-ce pas? Tous les pisciculteurs ici. Qui ne sait pas le faire? Mesurer la transparence d'un bassin. Non, dites-le, n'ayez pas peur. Si vous ne le dites pas, comment je saurais? Pour mesurer la transparence, c'est-à-dire pour savoir s'il y a trop de phytoplancton ou pas dans un milieu. Qui sait comment on le fait? Je vous ai expliqué, n'est-ce pas? Voilà. Je disais d'ailleurs que vous pouvez utiliser... Monsieur Joël, vous avez votre disque là, ici, aujourd'hui. Vous l'avez avec vous maintenant. Vous pouvez le sortir. Voilà. Voilà un disque de séquille, par exemple. Vous pouvez mettre dessus une ficelle qui sera graduée jusqu'à 30 cm. Et c'est gradué, bien sûr, peut-être en 5 cm, 5 cm, 5 cm, une corde de 30 cm, en faisant des nœuds chaque 5 cm. Alors, vous devez savoir que entre... Pardon? C'est ça qui permet d'évaluer la densité du milieu en phytoplancton. Vous devez savoir que quand vous mettez ce disque de séquille dans l'eau, c'est cette graduation que vous avez faite sur la ficelle qui vous permet d'évaluer le niveau de densité. En faisant ceci. Si vous le trempez dans l'eau, parce que la coloration noire et blanche là, c'est pour vous permettre de le voir au fond de l'eau. La couleur n'a pas un autre rôle. Hein. C'est juste pour vous rassurer que quand il va au fond de l'eau, je peux voir le disque avec les yeux. Si vous pensez qu'en mettant en blanc tout simplement, ça résout la question, ce ne sera pas bon parce que quand vous allez regarder le fond, tout est blanc. Ça peut être un sachet blanc aussi que vous confondez. Mais quand il est blanc-noir, quand vous regardez, vous dites, bon, là je vois un peu de blanc ici. Après, ça disparaît, je vois encore un peu de blanc. Donc, ce petit losange-là apparaît au fond de l'eau. Donc, c'est plus visible de le masquer en noir-blanc comme ça. C'était juste pour vous expliquer parce que d'aucuns vont voir la couleur, ils vont se dire, bon, peut-être c'est votre décoration. Ce n'est pas une décoration au hasard. C'est pour faciliter la visibilité dans l'eau. Maintenant, si vous descendez cette ficelle-là dans l'eau, et que déjà, à peine descendu à 5 cm, vous ne voyez plus le disque. Ça veut dire que l'eau est beaucoup trop chargée en phyto et zooplancton. Vous devez absolument diluer. Vous devez absolument faire entrer une autre eau fraîche qui n'a pas été fertilisée pour diluer. Si vous descendez à 5, vous voyez toujours le disque. Vous descendez à 10, le disque disparaît. Le milieu est encore chargé. Bon, pas trop, mais moyennement chargé. Il faut diluer. Si vous descendez à 5, c'est visible. 10, c'est visible. 15, c'est visible. 16, ce n'est plus visible. Il n'y a pas de problème. C'est bon de rester à 15. Ça veut dire que le milieu est stable.
la fertilisation est stable, elle est contrôlable par rapport au volume d'eau. Maintenant, si vous descendez à 5, vous voyez le disque. À 10, vous voyez le disque. À 15, vous voyez le disque. Ah, qu'est-ce